Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous sommes deux parce que nous avons quelques petites histoires à partager avec vous. Lorsque Marie-Louise nous a demandé de travailler, enfin de présenter quelque chose autour de l'accompagnement qu'on apportait aux personnes en charge de l'expérience client, de la réclamation client ou du traitement des demandes clients chez Michelin, je me suis dit, mais qui est en charge ? Parce qu'on peut avoir une vision assez restreinte de la question et penser essentiellement aux personnes qui sont face aux clients. Mais honnêtement, la charge va beaucoup plus loin que ça. Elle peut aller de manière très horizontale avec des partenaires qui sont extérieurs à l'entreprise. Par exemple, une service de transport qui livre des produits fait partie parfois du problème, souvent de la solution. Et puis on peut aussi aller rentrer très profondément dans l'entreprise parce que chez Michelin, il y a 120 000 personnes à peu près. Il y en a 6 000 qui sont face aux clients. Donc vous avez fait le calcul, il y en a 114 000 qui ne sont pas face aux clients et qui pourtant contribuent à résoudre ces problèmes. Donc quand on dit qui porte la charge de la réponse apportée aux clients, on peut avoir une vision très large. Et je voudrais prendre un exemple pour illustrer ça et vous montrer comment, dans une boîte industrielle, ça peut se manifester. Une boîte industrielle, en plus, qui est présente un peu partout dans le monde. Donc c'était un cas brésilien. On a installé un nouvel ERP au Brésil. Et lorsque nos clients passent des commandes avec ce nouvel ERP, lorsque la commande est mise en attente, donc on ne peut pas la livrer, elle consomme le crédit. Donc il faut s'imaginer le client qui passe une commande, il passe une commande pour, je sais pas moi, 100 000 euros, la commande n'est pas disponible, ça a consommé 100 000 euros de son crédit. Le lendemain, il repasse une autre commande pour 20 000 euros, la commande est disponible, mais elle ne lui est pas livrée parce qu'il n'y a plus de crédit. Parce qu'il a été consommé par une commande qu'il n'a jamais reçue. Donc c'est un petit peu incompréhensible pour un client, vous pouvez l'imaginer. Et les employés, en fait, ils ont découvert ça parce qu'ils n'avaient pas vu que les RP fonctionnaient comme ça. Donc quand ils l'ont découvert, ils ont été un petit peu embêtés. Et donc ils sont remontés vers le central, puisqu'un ERP s'était déployé par une équipe centrale. Et ils ont dit à l'équipe centrale, on a un problème avec l'ERP. Ça consomme le client même quand la commande n'est pas servie. Et ça consomme le crédit même quand la commande n'est pas servie. Réponse de l'équipe en charge de l'ERP, écoutez, on a déjà déployé ça en Chine, en Thaïlande, en Inde, on n'a pas eu de problème, donc à notre avis, c'est plutôt vous le problème. Bien. Bon, donc ils sont repartis avec leurs problèmes. Alors ils l'ont mis dans ce qu'on appelle une customer room, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, en disant on a un problème. Mais les gars qui étaient en charge de l'ERP, pour eux, il n'y a pas de problème, ça marchait ailleurs. Bon. Il se trouve que, comme les customer rooms font remonter ce genre de problème, moi j'ai vu ce truc-là, je me suis dit c'est quand même bizarre, donc je suis reparti vers l'équipe en charge de l'ERP qui m'a expliqué exactement la même chose. Alors je suis allé voir en Chine, en Inde et en Thaïlande. Alors il se trouve qu'en Chine, il n'y a pas de crédit, donc le problème ne se pose pas. En Inde, nous ne prenons pas de commande en attente, donc quand une commande n'est pas servable, elle est annulée. Et en Thaïlande, on prend toutes les commandes au téléphone. Donc l'employé, quand il se rendait compte que le crédit était bloqué pour une commande en attente, il débloquait le crédit sans que le client s'en rende compte. Il se trouve qu'au Brésil, on prend les commandes automatiquement, et donc le client se trouvait coincé sans qu'on puisse rien faire. Et je me suis dit, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire pourquoi l'équipe qui est en charge de l'ERP ne fait pas ce travail-là. Elle ne fait pas ce travail-là parce qu'elle n'a pas le client en ligne de mire. C'est extrêmement simple pour moi. Elle n'a pas le client en ligne de mire. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les 114 000 personnes qui n'ont pas le client devant eux tous les jours aient le client en ligne de mire. Alors on a mis en place tout un tas de dispositifs dans une belle entreprise industrielle avec des plans progrès, des actions timées, etc. pour essayer de mettre le client en ligne de mire. Qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, on a développé tout un programme de voix du client. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. On a mis en place ce qu'on appelle des customer rooms. Donc les customer rooms, ça n'a pas exactement le même sens que ce qu'a expliqué Stéphanie tout à l'heure. Donc il faut faire attention aux mots. Je ne sais plus où elle est. Allez, excusez-moi. Donc c'est l'idée de... C'est un système d'escalation en fait. Donc j'ai un problème avec un client, je fais remonter auprès d'un premier cercle de gens compétents. Si ce premier cercle n'est pas en mesure de résoudre le problème, je fais remonter un deuxième cercle et puis un troisième cercle qui est au niveau groupe. Donc avec ça, on voit quand même les problèmes un petit peu structurels qu'on n'arrive pas à résoudre. Et quand ils sont bloqués depuis quelques temps, on arrive à les faire émerger et essayer de les résoudre. Et puis on a mis en place aussi une formation extrêmement simple d'une journée destinée à tout le personnel de l'entreprise qui ne vise qu'à une seule chose, c'est leur faire comprendre leur ligne de mire sur le client. Quel impact j'ai sur le client ? Je suis dans le legal, je suis dans une usine, je suis dans l'informatique, je suis dans n'importe quel service de l'entreprise, dans la sécurité. Quel impact j'ai sur le client ? C'est un exercice assez intéressant d'amener le personnel à se rendre compte que chacun a un impact sur le client.
essayer de l'amener à se dire, bah, tiens, puisque j'ai un impact, qu'est-ce que je peux faire pour elle ou pour lui? Voilà, donc ça c'est... Je voulais quand même expliquer d'abord que les personnes en charge de la réclamation client, bah, c'est très large et qu'il faut se préoccuper de ceux qui sont en deuxième rideau, parce que si on ne s'occupe que de ceux qui sont en première ligne, ça ne va pas le faire, parce qu'ils vont se retourner vers des gens qui ne vont pas les comprendre. Conférer l'expérience de l'ERP que je citais tout à l'heure. Bien, une fois qu'on a dit ça, on revient sur les Customer Facing Employees, sur ces 6000 qui sont en face du client. Et donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener ces gens à se préoccuper du client? Oui, sinon, j'ai oublié un truc. C'est comme j'ai que 3 slides, évidemment, moi j'y pense. Ça, c'est juste pour illustrer, pour bien marquer par des chiffres. Tu peux t'asseoir, Peggy, parce que je parle peut-être un peu longuement. Là, donc, mais je suis encore dans les temps, hein, je t'assure. Ça, c'est 3 questions qu'on pose au personnel dans le cadre de l'étude d'engagement. C'est les questions qui nous permettent de mesurer le COS, donc le Customer Orientation Score, mesuré par les employés. C'est très intéressant d'avoir le feedback des employés sur l'orientation client de l'entreprise. Qu'est-ce que ça dit? Bon, vous voyez les questions. Michelin delivers high quality services to its customers. The impact to the customer is considered when making decisions, and customer problems get corrected quickly. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de comparer le score des 6000 personnes dont je parlais tout à l'heure qui sont en face du client avec le score des 114 000 qui ne sont pas en face du client. Vous voyez le gap. Et vous sentez le problème d'une entreprise industrielle très verticale, avec toute une partie émergée de l'iceberg. Vous voyez bien que pour les personnes qui sont loin du client, il n'y a pas de problème. En gros, nos produits sont très bons. Le service, c'est un coût. Et pour les personnes qui sont en face, c'est complètement différent évidemment, parce qu'ils se prennent le client en direct. Et mon objectif modeste dans la durée, c'est de réduire ce gap. C'est-à-dire de faire monter le jaune et de faire baisser le vert. Alors l'industrie, quand je lui dis on va faire baisser le vert, c'est insupportable pour eux. L'idée de se dire qu'ils ont un indicateur qui va se détériorer, c'est insupportable. J'ai eu des réactions extrêmement, violentes c'est exagéré, mais extrêmement fermes là-dessus. Et je leur ai dit, mais si, il faut que ça baisse, parce que vous ne vous rendez pas compte du problème. Pour moi, le fait que vous soyez à 90 là-dessus, c'est que vous ne comprenez pas le problème. Il faut que ça baisse. Si ça ne baisse pas, c'est que notre communication n'est pas bonne. Bon, ça ne baisse pas trop. L'orange augmente, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais alors le vert il est scotché à 90 et ça me désole parfois. Bon, bref. Alors, pour les employés qui sont en face du client, évidemment, on applique une recette que vous appliquez sans doute tous ici, ça c'était la ligne de mire, c'est la responsabilisation. Donc, on se dit, pour résoudre les problèmes des clients, il est bon que les personnes qui sont en première ligne vis-à-vis d'eux soient à la fois autonomes et capables. Alors, la responsabilisation, c'est pas je te donne les clés du camion, tu te débrouilles, c'est je te donne les clés du camion, mais je t'apprends à conduire le camion quand même. Hein, donc, et puis il y a un code de la route. Hein. Donc pour responsabiliser, il faut un cadre, il faut un degré d'autonomie à l'intérieur de ce cadre, et il faut la capacité à exercer cette faculté d'autonomie. Bon, chez Michelin, on a beaucoup théorisé la notion de responsabilisation, et je pense qu'on l'a à peu près bien comprise. Je vais vous donner un exemple qui commence bien et puis qui finit bizarrement. On a pris la réclamation produit. La réclamation produit sur des gros produits. On prend des pneus de camion, là, des gros pneus, un peu lourds. On a repensé notre process, parce que notre process historique, il fonctionne comme ça. Le client n'est pas satisfait de son produit, il le renvoie, Michelin le prend, l'envoie à un atelier d'expertise, on expertise le produit, on le renvoie au client et on lui dit ce qu'on va faire avec sa réclamation. Ce système, il a 2 grands inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il est entièrement défensif. Il s'agit de démontrer au client qu'il a tort et que le produit était bon, que c'est lui qui l'a mal utilisé. Et puis le deuxième inconvénient, c'est que ça dure 2 mois. Donc, c'est pas très orienté fidélisation du client, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a repensé le process, on s'est dit pas la peine de le renvoyer à un atelier d'expertise, on renverra les produits plus tard si on a envie de les examiner pour en tirer des enseignements. Mais l'objectif, c'est de résoudre le problème le plus vite possible et dans l'optique de garder le client. Donc on a dit la force de vente va avoir toute latitude pour traiter la réclamation face au client, avec un certain nombre de lignes guides pour qu'elle se repère sur le type de dommage auquel elle a affaire et le type de concession qu'elle peut faire, mais elle fait ce qu'elle veut. Bon, j'étais très fier de ça, je trouvais qu'on a fait un super boulot, ça durait moins de 2 semaines, ce qui était déjà un grand progrès, et je me suis dit on va voir comment ça marche. Donc je vais sur le terrain avec un vendeur, pas un mauvais, un jeune en plus, mais qui avait quand même quelques années de Michelin, ça arrive, et je vais travailler avec lui pour voir comment il s'en sert. Alors on va chez un client, on va voir un pneu, effectivement bon, le pneu avait un dommage, il avait peut-être roulé la moitié de sa vie,
Et donc il dit très bien, je vais faire une concession pour le client, je vais lui rembourser la moitié d'un pneu. Très bien. Donc on va voir le client et puis il explique au client, voilà, le client était très content, enchanté et exprime sa surprise et dit mais comment t'as fait pour prendre une décision aussi rapidement? Réponse du vendeur, c'est pas compliqué, la machine m'a fait une recommandation, j'ai appliqué ce que la machine m'a dit. Grand moment de solitude. Bon, j'ai rien dit, mais j'ai souffert un peu intérieurement. J'ai repris la question après avec lui, mais tu aurais peut-être pu lui expliquer ça autrement, en disant quand même que tu avais pris une décision, que tu étais très fier de... Bref, je vous passe les détails, vous comprenez ce que je veux dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la responsabilisation, ça ne se décrétait pas, et que tout le monde n'était pas prêt à être responsabilisé. Et qu'on avait pour bien penser le process, mais pas suffisamment bien le change. Et avec ça, je voudrais introduire ce qu'on a fait sur une autre catégorie de réclamations, qui sont toutes les réclamations qu'on a autour des services transactionnels. Et c'est Peggy qui va vous raconter l'histoire. Parce qu'elle l'a fait. Oui, pas toute seule. Alors déjà, je vais me présenter, je suis Peggy Bourreau et j'ai 3 missions chez Michelin. La première, c'est que je fais de la conduite du changement pour le programme qu'on appelait chez nous Request, qui est comment on améliore notre processus de gestion des demandes, réclamations, insatisfactions de nos clients dans le monde. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est aussi que je suis coach responsabilisation, donc j'accompagne des équipes et des managers qui souhaitent aller plus rapidement dans l'autonomie. Et la troisième mission qui m'a été confiée en partie par Patrice, c'était avec l'aide de la Quai du Service, donc Thierry Spencer et son équipe que je remercie, c'est d'écrire et surtout de contribuer à la culture de service grâce aux attitudes de service. Alors c'est quoi tout ça? Donc en fait, ça a commencé par un cadre. Donc Patrice et l'équité de pilotage ont travaillé sur ce moment clé de la réclamation que vous connaissez bien tous, en disant voilà, on a une ambition, c'est qu'on voudrait développer la confiance de nos clients dans notre capacité à mieux prendre en compte les réclamations, et on veut aussi développer la confiance de nos équipes dans notre capacité en interne à leur donner les moyens de le faire. Donc Patrice et l'équipe de pilotage m'ont donné aussi un cadre et m'ont donné dans ce cadre 3 attitudes de service: enthousiaste, audacieux et solidaire, qui sont 3 attitudes qui illustrent, en tout cas qui incarnent les valeurs Michelin. Donc je suis partie avec ça, avec des opérationnels, donc on était en France, et donc on a invité tous les opérationnels qui, front office ou back office, contribuent au processus de la réclamation. Donc ça veut dire qu'on avait bien sûr des personnes du contact center, mais aussi des forces de vente. On avait aussi en back-office la logistique. On avait invité aussi un transporteur, quelqu'un du crédit, de l'administration des ventes. Donc aussi bien front office que back-office, puisqu'en fait l'idée c'est de se dire, quelqu'un qui est en front office, il ne peut pas bosser tout seul. Il a besoin d'être aidé. Et en fait, si tout ça n'est pas fait en toute collaboration, coopération, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est là où en fait on a commencé à parler aussi de responsabilisation, enfin sans vraiment parler de responsabilisation, mais en disant aux opérationnels, voilà, vous maîtrisez tous le process, on se dit voilà ce qu'il faut faire pour bien gérer une réclamation, donc les activités. Et après, avec l'équipe de la Quai du Service, on a travaillé sur le comment le faire. Comment je le dis, comment je me comporte, quels sont les mots que je peux utiliser, quels sont les mots que je peux écrire. Et puis là, très rapidement, on m'a dit, mais Peggy, t'es bien gentille, mais en fait, moi, j'aimerais bien dire aux clients, vous n'avez pas reçu votre pneu, vous avez un rendez-vous avec un consommateur à 14h, je vous envoie un taxi. Parce qu'en fait, mon collègue de la log, il me demande si mon chef m'a dit que je pouvais. Et donc, on a commencé à lister un peu tout ce qui était limitant, et on les a invités un peu à se lâcher, puisque ils étaient dans je respecte le process, il faut que je demande à mon chef, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu lister tout ce qui leur permettait d'être enthousiastes, audacieux et solidaires, et de rajouter dans leur process des façons de faire, des gestes, des phrases, des rites, des surprises, des engagements. Voilà. Et pour ensuite avoir un process qui soit humanisé, authentique, et qui incarne les valeurs Michelin. Sauf qu'en fait, si on s'arrête là, il y a de fortes chances que ça foire complètement, puisque si vous ne checkez pas juste derrière avec les managers, si on ne travaille pas avec les managers pour leur dire voilà ce que vos équipes ont fait, on leur a fait confiance, c'est eux qui savent comment bien traiter le client, voilà leur reco, qu'en pensez-vous? Donc on a invité dans un autre workshop les managers de tous ces opérationnels. Et ils ont dit finalement c'est
rien à dire. Limite, c'est pas très audacieux, ils sont pas allés très très loin. Et après, on a bossé avec les managers sur des moments de vérité, manager. Parce que qu'est-ce qui se passe si en fait la personne se sent responsabilisée, qu'elle a envie de prendre des initiatives et qu'elle se dit merde, j'en ai fait une là, ça n'a pas marché, et que juste derrière elle se fait engueuler par son chef, bah, c'est sûr que la personne ne va pas recommencer. Donc du coup, on a travaillé avec les managers sur qu'est-ce qui se passe si vous avez quelqu'un de votre équipe qui se plante. Du coup, on est reparti, comme on a fait avec les employés, où on est parti des émotions du client. Là, on est parti avec les managers sur les émotions de l'employé qui s'est planté et comment on organise ce droit à l'erreur. Parce qu'en fait, si on n'organise pas ce droit à l'erreur, on ne peut pas aller dans la responsabilisation et on ne peut pas favoriser la prise d'initiative et tout le cercle vertueux qu'il y a derrière. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'expérience qu'on a eue sur les attitudes de service. Merci Peggy. Alors, comme tu as fini par le droit à l'erreur, j'ai retrouvé, c'est un peu un hasard, mais j'ai retrouvé une image de Lamarck, il y a la 40e édition de Lamarck, qui était sur le droit à l'erreur. Il y a des gens qui se reconnaîtront sur la photo, sans doute. Et en fait, je voulais conclure par cette image-là, parce que cette image, elle est l'expression de la joie. Et on en a parlé tout à l'heure. À un moment donné, tu as une question, Peggy, en disant « Mais vous n'avez pas parlé du plaisir ». La réponse qui a été apportée, c'était de dire « Mais bien sûr, le fruit de tout ça, c'est la joie ». Et je trouve que c'est un point important, parce que pour moi, dans le service au client, il y a en fait deux phrases qu'on utilise beaucoup chez Michelin. C'est qu'on essaye d'automatiser le plus possible la transaction. Alors, on essaie d'aller très loin là-dessus, bien sûr, comme sans doute beaucoup d'entreprises ici, et d'humaniser le plus possible la relation. Et dans l'humanisation de la relation, il y a bien sûr la dimension relation au client, mais il y a la dimension, bien sûr, qu'évoquait à l'instant Peggy, de la relation à l'employé. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment de dire, on veut que l'employé considère le client pas seulement comme un moyen d'atteindre un objectif, mais qu'il le considère comme une fin. Et pour ça, il faut qu'on considère notre employé aussi comme une fin, et pas seulement comme un moyen. Bien sûr qu'il est un moyen. Moi, je suis un moyen dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Mais j'ai besoin que l'entreprise me considère aussi comme une personne et voit aussi dans mon développement, dans mon épanouissement, une finalité et pas seulement un moyen. Pour moi, l'enjeu, il est vraiment là.